L'histoire de Splatoon est fascinante et complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons retracer toute l'histoire du jeu vidéo, de cette licence magnifique du nom de Splatoon. Nous allons explorer le lore, nous allons faire des théories à l'occasion de Splatoon 3. Et c'est parti, ici Naruto et nous allons aujourd'hui découvrir l'histoire de Splatoon. Sur Terre, les humains causent une 5 guerre mondiale et envoient une tête nucléaire sur la banquise, ce qui va créer une montée des eaux. À l'époque, plusieurs scientifiques essayaient d'interpeller les scientifiques, mais personne ne réagissait. C'est ainsi qu'ont été créés des dômes pour protéger l'humanité. On va y revenir plus tard. Un scientifique a également rendu immortel / cryogénisé son chat pour par amour, par envie qu'il voit le monde après l'humanité. Et il a aussi créé une intelligence artificielle du nom de Tartare pour transmettre le savoir de l'humanité. Après sa montée de l'eau, les espèces ont commencé à sortir progressivement de l'océan. 10 000 ans se sont évolués pour que les espèces marines puissent apprendre tout ce que nous faisions. Apprendre à parler, écrire, construire, interagir, vivre en société. Ils ont fait des sociétés. Les espèces principales sont les Inklings et les Octalings, même si il existe les méduses, les espèces abyssales, les saumons et les ours. Mais ça, je vais y revenir. Les espèces ont évolué et les espèces ont évolué et il y a au moins 2000 ans, à l'époque du jeu, les espèces commencent à faire des guerres de territoire. Des guerres de territoire seulement entre Inklings. Seulement les Inklings participent à ces guerres de territoire car ils sont, on va dire, un peu tête en l'air, ils vivent la vie à fond, comparé aux Octariens qui, eux, ne se préoccupent pas de ces guerres de territoire, ils sont bien plus occupés à faire des choses, ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sérieux comme on nous le dit dans le jeu, beaucoup plus travailleurs et beaucoup plus avancés technologiquement. Ce qui correspond aussi à leur Moyen-Âge, on peut y voir un parchemin de Splatoon 2 nous décrivant la première migration des saumons. Cette migration, qui, on l'apprend, a lieu tous les 70 ans et qui pousse les saumons à migrer vers les côtes. À l'époque, les événements du salon avaient changé la nature des saumons, comme on peut le voir dans Splatoon 2, mais surtout ils étaient représentés via 7 sauts apocalyptiques, en référence à la Bible. Mais cette théorie a été un peu confirmée via le trailer de Splatoon 3 dans le salon. Comme on peut le voir, on voit un énorme saumon qui est pas très beau et qui a l'air d'avoir des problèmes dans sa vie. Donc ce saumon a changé de nature. Comme on peut le voir, rappelez-vous, dans les événements, donc les mouchioles, où les saumons changent de nature, comme le Dorax tout simplement, qui est un saumon qui apparaît que très rarement. Donc ces événements existent et changent la nature des saumons. Ils deviennent plus agressifs, plus violents et beaucoup plus assoiffés de sang, si je peux me permettre l'expression. De l'Antiquité, de leur Antiquité jusqu'à leur Moyen-Âge, ils évoluent et c'est ainsi que nous allons entrer dans ce qu'on appelle l'époque moderne de Splatoon, en commençant par l'un des événements qui a marqué la grande histoire de Splatoon, la première grande guerre de territoire. Après une montée des eaux soudaine, il commença à y avoir des guerres de territoire entre les peuples, notamment entre les deux peuples dominants de l'époque, les Octalings d'un côté et les Inklings de l'autre. Les Inklings, eux, sont beaucoup plus fessifs, beaucoup moins sérieux que les Octalings. Les Octalings, beaucoup plus sérieux stratégiquement, beaucoup plus aguerris, ayant une culture du combat et surtout ayant une avancée technologique sur l'adversaire, ont gagné cette première grande guerre. Cependant, les Inklings vont gagner la deuxième grande guerre, ayant beaucoup plus supérieur au nombre et réduisant considérablement l'armée de Digio. Après avoir perdu cette guerre, les Inklings se retrouvent avantagés. Ils ont la majorité du territoire pour eux et reconstruisent. Ils développent, reconstruisent. Exemple, ils transforment des lieux de guerre en des lieux attractifs, comme le fort Arowana qui deviendra
le centre Aroana. Les Inklings sont beaucoup moins sérieux et transforment les guerres de territoire en activité sportive, en activité, on va dire, familiale, kid-friendly. Les Octariens qui ont perdu la guerre sont obligés de se refouler sous terre, non, dans les dômes, ces mêmes dômes que les humains avaient créés il y a des années pour se protéger. Ces dômes, l'Octocanyon et l'Octovalley sont des endroits liés par un lien, mais on va y revenir quand je vais parler de l'Octo-expansion qui sera une grosse partie et qui sera aussi une grosse théorie. Donc nous pouvons voir que les Inklings ont des manuels d'histoire comme nous l'apprend Perle dans l'Octo-expansion. Cependant, ils n'ont pas l'air de s'y soucier. Un comportement un Inkling reste un Inkling. Et les Inklings sont pas très connus pour leur intelligence. D'accord, on le voit dans l'Octo-expansion, ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un Octaling. Et d'ailleurs, maintenant, on vient à l'époque moderne, à l'époque du... Calamar, grand amiral, ayant probablement des centaines d'années, décide de recruter un agent de l'escadron Espadon pour emmener la guerre aux Octariens, aux ennemis, comme il le dit lui-même. Cette guerre va s'aboutir vers un génocide, un total de l'espèce, mais d'ailleurs, on doit avoir de l'empathie pour les Octariens, car certes ils volent l'énergie des Inklings, mais ils le font parce que sans ça, leur civilisation meurt, et on peut l'entendre dans Splatoon 1, où quand vous tuez un boss, vous entendez s'effondrer les structures métalliques, les structures des dômes dont vous avez pris l'énergie. Après les événements de Splatoon 1, certains Octalings ont été libérés par le champ des Kalamazoo. Et ça, je vais y revenir plus tard. On va se développer maintenant sur la guerre du point de vue octarien. De ce qu'on apprend des Octariens, les femmes combattent, majoritairement que les femmes, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, dans l'auto-expansion, c'est la première fois qu'on voit des Octalings mâles. Mais bon, donc, les femmes suivent un entraînement dès la jeunesse, et on peut voir qu'il y a des grades accédés, et que dès 16-18 ans, ils partent au front. Les Inklings, les Octalings, donc, après la guerre, les Octalings, eux, veulent la paix. Ils veulent vivre en paix, sans guerre, sans conflit avec les Inklings, car ils vivent bien leur vie. Cependant, ils savent qu'ils ne pourront pas être en paix, ils savent que les Inklings vont revenir toujours, et ils sont sous le coup d'un tyrannique DJ Octave, qui n'a pas assumé l'échec et qui veut toujours faire la guerre aux Inklings. Et qui doit faire ça aussi pour son peuple aussi. Je rappelle que s'il veut déposer son charge, c'est avant tout pour son... Les Octalings seraient forcés à combattre, ils seraient hypnotisés. Alors, ma théorie, c'est qu'ils ne seraient pas hypnotisés que par des lunettes. Certes, la première génération de lunettes a peut-être échoué, et dans Splatoon 2, elle a l'air d'être bien mieux. Les lunettes qu'ils portent... Alors, pour ceux qui ne savent pas, la théorie veut que les lunettes des Octalings soient des lunettes hypnotisantes qui les contrôlent, comme on peut le voir dans Splatoon 2, où les lunettes que porte Aion seront des lunettes hypnotisantes. Selon moi, c'est une bonne théorie. Mais pas que. Selon moi, j'avais oublié de mentionner quelque chose, il y a aussi la musique qui porte DJ Octave fait de la musique, ce n'est pas pour rien. C'est grâce à ça qu'il contrôle sa machine, mais surtout, ça a l'air d'être grâce à ça qu'il a l'air de contrôler aussi une bonne partie de son peuple. Hein, on le voit bien, les Octalings sont éveillés, on nous l'apprend dans l'auto-expansion. Les Octalings sont éveillés par la musique Calamarian Contention des Kalamazones. La musique a un grand impact dans Splatoon. Et même, il suffit d'écouter la bande-son du jeu pour vous rendre compte que les musiques sont une grande partie de la culture de toutes les civilisations Octaling, Inkling et Abyssal. Donc, DJ Octave contrôlerait son peuple via à la fois des lunettes hypnotisantes et à la fois sa musique, grâce à ses platines de DJ, que j'adore d'ailleurs, au passage. Après Splatoon 1, il se passe quelque chose. Nous arrivons 2 ans après les événements Splatoon 1 et une migration des saumons a lieu.
un mystérieux monsieur ours nous recrute pour aller défoncer des saumons. D'ailleurs, ces saumons sont vus comme des ennemis par les Inklings et les Octariens. Pour info. Enfin, non pas pour les Octariens, car le peuple octarien a fait des échanges technologiques avec des salmonoïdes en échange de consommateurs. Cependant, les Inklings voient les saumons comme des ennemis. Et les Octaliens arrivant à Chromapolis doivent avoir également cette propagande. Ils doivent aussi voir les salmonoïdes comme des ennemis, alors qu'en vrai, ils ne le sont pas. Peut-être pas, du moins. Donc dans Splatoon 2, Agent 2 alias va recruter numéro 4 pour la nouvelle escadron et récupérer Ayo, et surtout pour récupérer le pouvoir qui a de nouveau été volé par les Octariens. Cette fois, l'histoire se passe dans l'Octocanyon, qui n'est pas l'Octovalley. Et je vais y revenir quand je parlerai de l'auto-expansion. Donc, numéro 4 réussit à récupérer le point en charge de lui, sa meilleure. Maintenant, nous allons parler de l'auto-expansion et de ce qui, pour moi, est une théorie. C'est une partie théorique de son sens que je vais faire là. Donc, je sais pas comment ça va se dérouler. Donc, l'auto-expansion. Dans l'auto-expansion, on nous raconte l'histoire de numéro 10 un Octarien qui a été éveillé par Calamari Protection des Kalamazoo et qui n'est plus sous l'emprise de DJ Octa. Numéro 10008 va d'abord rencontrer Black Calamar qui, eux deux, doivent essayer de sortir un téléphone nommé Tartar, cette même intelligence artificielle créée par un scientifique pour transmettre le savoir de l'humanité et va leur promettre la Terre promise. Après beaucoup de péripéties et grâce à l'aide de Perle et de Coralie, ils vont réussir à s'en sortir. Mais ce DLC va nous apprendre beaucoup, surtout si on regarde, et je sais que ça va paraître bizarre, mais on est dans Splatoon, surtout si on regarde les décors. Les développeurs ont confirmé dans une interview que l'Octovalley et l'Octocanyon sont deux endroits différents, mais qui peuvent s'y rendre via un train ou un métro. Et elle est là la grande chose. Le métro abyssal, et ce pourquoi le numéro 10008 est tombé dans ce métro, c'est parce que le métro abyssal, l'Octocanyon et et que le métro abyssal, l'Octocanyon et l'Octovalley sont liés. Cette théorie, je m'appuie sur les décors. Regardez les décors dans l'Octovalley, l'Octocanyon et dans l'Octo-expansion. Nous sommes sous terre, nous sommes sous l'eau, on le voit bien qu'on est sous l'eau. Nous sommes sous la mer. Dans l'Octocanyon, on s'enfonce même de plus en plus sous terre. Et on le voit bien, nous sommes éloignés de Chromapolis, nous sommes éloignés de la ville. On voit la même chose dans l'Octo-expansion à la fin du jeu, quand nous sortons de l'eau et que nous voyons bien que nous sommes très très loin de Chromapolis. Nous sommes sous terre. Si on regarde les décors, aussi des épreuves de l'auto-expansion, de la société pas à coup, nous sommes dans des dômes. Et comme nous ne sommes pas dans des dômes, nous sommes dans des endroits sous terre. On le voit bien, nous sommes sous terre, nous sommes soit dans des caniveaux, soit dans des je ne sais quoi. Et même, regardez les décors, les villes des Octariens sont exactement les mêmes villes où les espèces abyssales vivent dans l'auto-expansion. Mais donc, pourquoi ces espèces sont recréées comme ça? Oui, et donc la théorie, c'est que tout ça serait lié en fait. C'est-à-dire que les Inklings n'auraient droit qu'à Chromapolis. Elle est là, une grosse révélation sur le reste Splatoon. C'est le favoritisme des populations. Et on va parler de Splatoon 3 maintenant et des traits. Selon moi, les Inklings ont été pendant trop longtemps favorisés. Les Octalings et les espèces abyssales ont été obligés de vivre sous l'eau, de vivre sous terre, de vivre reclus du monde dans l'obscurité abyssale sans même avoir aucun souvenir de la surface, comme nous le montre numéro 10008 et Don Pojo. Ils n'ont aucun souvenir de la surface, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils vivent à des années-lumière de ce qu'est la civilisation
Et voilà. Et donc, dans Splatoon 3, nous voyons la base Altera, qui sera peut-être le hub du jeu. La base Altera, dans le mode histoire, on voit bien, les ours seraient des ennemis, comme nous l'a expliqué quelqu'un sur Twitter. On ne sait pas pour l'instant si on peut le croire. La base Altera n'a pas l'air de se situer sous un dôme. Et je sais plus, voilà, bref. Je sais pas si je vais couper, ouais. En conclusion, que se passe-t-il? Donc nous avons une situation où, je ne sais pas, j'ai pas envie de faire de théorie sur le mode histoire de Splatoon 3, mais tout ce que je sais, c'est que l'Octo-expansion est exactement la même chose que l'Octo-Canyon et l'Octo-Valley, et je suis très bien d'avoir découvert ça. Ou peut-être que je n'ai pas découvert, mais au moins, c'est très très bien de comprendre comment marche le monde de Splatoon, de voir un peu le racisme entre guillemets du monde de Splatoon avec les Inklings qui sont favorisés et qui laissent au détriment les autres espèces se démerder avec ce qu'ils ont. C'était l'Hermitocto, merci de vous abonner, à une prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu.